Je vais donner la parole à Monsieur Verrier qui va donc nous tracer une synthèse sur toute la démarche et l'apport de la génétique au service des éleveurs et des utilisateurs. Bonjour à tous. Donc merci de m'avoir invité à présenter cette synthèse introductive pour vous montrer un petit peu la génétique, la sélection, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quelle est la démarche et quels sont les outils et les méthodes qu'on emploie aujourd'hui, dont vous entendrez parler dans les exposés à venir et que vous avez pu voir aussi sur les posters, soit qui ont été présentés en 180 secondes ce matin, soit qui sont dans la salle là-bas, dans le manège, sans présentation. Alors, d'abord, je suis remonté assez loin. Rappelez qu'entre les humains et les chevaux, c'est un très long compagnonnage. Là, vous avez une photo donc, qui a été prise dans la grotte Chauvet, donc des gravures rupestres que je trouve, moi, à titre personnel, extrêmement émouvantes, qui datent de 30 000 ans avant le temps présent. C'est parmi les gravures rupestres les plus anciennes, sinon les plus anciennes. Et dans cette grotte Chauvet, vous trouvez des rhinocéros, des fauves, et vous trouvez beaucoup de chevaux. Donc ça montre que dans l'existence même des hommes avant le néolithique, les chevaux faisaient partie du paysage et des représentations mentales. Alors l'espèce équine a été domestiquée aux environs de 7000 ans derrière nous, donc c'est pas de loin pas la première espèce qui ait été domestiquée. La première domestiquée, c'est le chien. Et donc depuis 7000 ans, ou 7 ou 8000 ans, on a les populations équines, l'espèce équine a évolué au gré aussi des objectifs et des volontés et des mouvements et des migrations des populations humaines. Alors, une des caractéristiques des chevaux, mais on pourrait dire ça aussi un peu de l'âne, mais plus quand même des chevaux, c'est qu'ils sont utilisés pour des usages extrêmement variés et que ça a contribué à une forte différenciation des populations équines en fonction de ce qu'on attendait d'eux. Bon, là, je vous ai mis un petit peu un kaléidoscope avec des usages de la force de travail en agriculture ou en foresterie. Un usage évidemment extrêmement important qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que depuis l'Antiquité égyptienne jusqu'à la Première Guerre mondiale, le cheval a été un instrument, on va dire, enfin, même si c'est un être sensible, d'accord, mais ça a été un instrument majeur des armées du monde entier. Et puis, aujourd'hui, et en tout cas sous nos latitudes, des usages pour les courses, pour le sport en compétition, pour le loisir, et encore tout un tas d'autres qui nous ont été présentés, notamment hier à la table ronde sur les chevaux territoriaux. Donc, ces usages extrêmement diversifiés, vous imaginez bien, demandent des aptitudes qui ne sont pas les mêmes entre tirer une charrue ou des grumes dans une forêt et sauter des barres sur un champ de concours de saut d'obstacles. Ce n'est pas exactement les mêmes aptitudes qu'on va rechercher dans les uns et les autres. Alors, ces notions d'aptitude qu'on va rechercher, c'est ce qui recouvre, on va dire, l'alpha de tout programme. Il y a un oméga, mais l'alpha de tout programme d'amélioration génétique, de tout programme de sélection, qui est de définir le cap où on veut aller. Quels sont les objectifs de sélection? Et ça ne concerne pas que les généticiens. Ça concerne les différents intervenants des filières, ça concerne les éleveurs, mais pas uniquement les éleveurs. Et dans le cas du cheval, ça concerne aussi les utilisateurs non éleveurs. Et donc, chaque éleveur, chaque utilisateur peut avoir ses propres objectifs et dire, moi, voilà, je veux, pour donner naissance à un crack, moi, je veux des chevaux dociles, etc. Et donc, il y a une multitude d'objectifs individuels qui sont tous autant respectables les uns que les autres. Et puis, quand on regarde à l'échelle d'une population, par exemple le Studbook, c'est le français, on se pose la question, la population dans son ensemble, dans quelle direction on souhaite qu'elle évolue. Et donc, une des grandes questions, c'est est-ce que la multitude des objectifs des différents éleveurs et utilisateurs, est-ce qu'on peut traduire ça dans des objectifs qui seront partagés à l'échelle d'une race? Alors, s'accorder sur des objectifs communs, c'est pas évident, y compris quand une race comme le sel français, est utilisée elle-même pour plusieurs usages, plusieurs types de compétitions, le loisir, etc. Et donc,
il faut essayer d'identifier quelles sont les aptitudes qui sont recherchées un petit peu dans toutes les utilisations, qui peuvent faire une sorte de dénominateur commun. Et puis aussi, quand les attentes sont diversifiées, eh bien, offrir une gamme variée de reproducteurs, donc des reproducteurs qui ne soient pas tous sur le même moule, pour être capable de répondre aux différentes attentes. Donc c'est l'art du compromis. Et il faut ce que les sociologues appellent des arènes pour constituer cet art du compromis. Et les organismes de sélection sont typiquement des arènes où l'orientation des races peut être discutée. Alors après, il faut enregistrer de l'information. La génétique et la sélection, c'est en partie une science de l'information. Là, vous avez une tablette qui date d'il y a 5000 ans. On reconnaît assez facilement des chevaux et on interprète cette tablette, qui doit venir de Mésopotamie, comme une représentation de généalogie d'animaux. Bon, on n'en est pas certain parce que les gens qui ont fait ça n'écrivaient pas et n'ont pas dit exactement ce que c'était, mais on interprète ça comme un enregistrement des généalogies. Et les généalogies, ça fait partie des informations qu'on enregistre en routine pour différentes raisons, mais en partie pour des raisons d'analyse génétique et de sélection. Alors en fait, parmi toutes les informations qu'on peut collecter, donc là je vous ai parlé de généalogie, on parle beaucoup de marquage moléculaire, et on va en reparler encore, mais en fait, la pierre angulaire, c'est le phénotypage. Ce qu'on appelle observer, c'est mesurer, parce que beaucoup de caractères qui nous intéressent, leur observation passe par des mesures, mais donc c'est relever des phénotypes, c'est-à-dire comment les animaux nous apparaissent avec nos instruments et nos potentielles sources d'erreurs. Ça, c'est sans doute... Enfin, on ne fait pas de génétique, on ne fait pas de sélection sans phénotype. Alors, de ce point de vue-là, on peut distinguer deux types de caractères qui se prêtent à différents types de phénotypage. Le phénotypage de masse, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce terme-là, hein, mais ça veut simplement dire que ce sont des mesures assez simples, pas trop coûteuses à effectuer et qu'on peut appliquer à un très grand nombre d'individus. Et typiquement, vous en aurez un exemple avec les analyses donc génétiques dans le poney sur les résultats en compétition. Les résultats en compétition, quelle que soit la compétition, c'est vraiment une observation qu'on peut enregistrer. Il y a des organismes pour le faire, qu'on peut enregistrer. Je ne dis pas que ça ne coûte pas d'argent, mais c'est relativement simple et ça s'applique donc à des très grands nombres. Et puis, il y a ce qu'on appelle le phénotypage fin, c'est-à-dire qu'il nécessite un appareillage un peu élaboré où il y passer beaucoup de temps. Toutes les aptitudes de comportement, par exemple, c'est du phénotypage fin parce que l'observation est extrêmement lourde. Et ici, dans cette session, vous en aurez un exemple avec donc l'exposé d'Anne Ricard sur la morphométrie 3D. Donc, ça permet d'analyser en détail certaines aptitudes, de donner des informations très détaillées, mais ça ne peut pas s'appliquer à des effectifs pléthoriques d'animaux. Et ces deux types de phénotypage, ils ne s'opposent pas l'un l'autre, ils se complètent. Le phénotypage de masse, eh bien, il gagne par la loi des grands nombres, ce qui perd en décortiquage des caractères. Et le phénotypage fin, lui, il autorise ce décortiquage de caractères, mais il ne peut pas s'appliquer à des très grands effectifs d'animaux. Après, il faut analyser les variations. Alors, on est très binaire. On constate que les animaux n'ont pas les mêmes phénotypes, ils ne se ressemblent pas tous. Les résultats en compétition, il y a toujours un premier, un deuxième, un troisième, etc. La vitesse au tronc, là encore, il y a des grandes différences. On est binaire, on va dire, il y a des différences qui sont de nature génétique et il y a des différences qui sont de nature environnementale. Bon, on écrit presque une lapalissade en disant ça, mais c'est la base de la représentation mathématique qu'on se fait de la réalité, parce que dans la génétique et dans l'approche de ces caractères, il y a pas mal de mathématisation, hein, on parle de modélisation, puis après d'analyse statistique sur un modèle donné. Eh bien, ça part de là. Hein. Les variations, elles ont une origine génétique et elles ont une origine environnementale. Et tout l'objectif des analyses génétiques, c'est d'essayer de faire au mieux possible la part entre les facteurs de variation environnementaux et les facteurs génétiques. Alors, ces facteurs génétiques de la variation, aujourd'hui, je vous aurais parlé il y a 20 ans ou 25 ans, je n'aurais pas dit la même chose que sur cette diapo, mais aujourd'hui, on en distingue 3 catégories. Vous voyez, là, on n'est plus binaire,
3 catégories. Il y a d'abord des gènes qui sont identifiés en tant que tels, alors d'abord au sens mendélien du terme, et puis avec nos outils d'aujourd'hui, ils sont identifiés sur le plan moléculaire, on sait où ils sont sur le chromosome, on connaît la mutation causale. Ce sont des gènes qui, à eux tout seuls, expliquent une part substantielle des variations observées. Alors un exemple dans le monde du cheval, qui je pense est bien connu des éleveurs trotteurs, alors c'est un gène qui répond au doux nom de DMRT3, me demandez pas d'expliciter le sigle. Et ce gène s'est révélé avoir des effets importants, au regard de la variation totale, sur la latéralisation des allures, et donc, en conséquence, sur les résultats des chevaux au trot. Donc un gène bien identifié qui a un effet important sur un caractère donné. Après, on a des gènes qui sont plus identifiés en tant que tels, qui sont suspectés. On appelle ça des QTL, c'est un acronyme anglo-saxon qui veut dire Quantitative Trait Locus, donc l'emplacement sur un chromosome d'un gène suspecté qui induit des variations sur un caractère qu'on peut mesurer. Alors, c'est grâce aux marqueurs moléculaires qu'on peut repérer sur des segments chromosomiques, mais sur un segment chromosomique plus ou moins long qui peut contenir des dizaines, des centaines de gènes fonctionnels. Donc, on sait qu'à un endroit du génome, entre tel et tel marqueur, il est hautement probable qu'il y ait un gène fonctionnel qui induise des variations. Et ça repose sur le principe de suivre des transmissions de parents à descendants avec du génotypage sur les marqueurs, et ça, c'est une information connue. Et si on voit que la transmission de tel variant, donc tel allèle ou tel autre, à un marqueur, ça s'accompagne de différences phénotypiques dans la descendance, eh bien, on en déduit qu'à proximité d'un marqueur, il peut y avoir un gène fonctionnel. Et puis ensuite, il y a des gènes qui ne sont pas connus du tout, parce qu'ils ont des effets trop petits, en fait. On détecte des facteurs de variation d'autant plus facilement que leurs effets sont grands. Donc les facteurs de variation qui ont des petits effets, en général, on ne les détecte pas. Mais on sait que cette composante existe, que même quand on connaît un gène avec une fonction et puis qu'on suspecte des QTL, il reste de la variation génétique. Et ça, on l'attribue à ces gènes inconnus, et on suppose qu'ils sont nombreux, parce que s'ils n'étaient pas nombreux, ils n'expliqueraient pas tous ensemble une variation importante. Et on les appelle donc polygènes, pour dire qu'ils sont nombreux. Donc voilà, on raisonne avec ça aujourd'hui en génétique, avec un gradient de connaissance. La méconnaissance, mis à part le fait qu'on suppose qu'il y a des gènes nombreux, jusqu'à la connaissance d'un doigt, enfin quand je mets ça, c'est on a mis le doigt sur la mutation sur le chromosome en question. Et tout ça pris en compte, ça nous fait des facteurs de variation dont on mesure l'ampleur, et donc on a dans notre jargon un terme qui s'appelle héritabilité, qui traduit la part de la variation observée, phénotype, qui est d'origine génétique. C'est une probabilité ou une proportion, ça va de 0 à 100%. 0%, il n'y a aucun facteur de variation génétique pour ce caractère. 100%, toutes les variations sont d'origine génétique. C'est quand même assez rare. Alors, la sélection équine, quels atouts est là ? D'abord, l'état civil, c'est très ancien dans le monde équestre. Merci aux haras royaux, puis nationaux, puis à l'IFCE. Donc on a une connaissance très importante des relations généalogiques, et ça, pour les généticiens et les sélectionneurs, c'est très précieux. On a le recueil systématique des résultats en compétition, phénotypage de masse, ça aussi c'est extrêmement précieux. On a des bases de données qui sont interopérables, parce que si on avait les généalogies d'un côté et puis les performances et qu'on ne pouvait pas faire le lien entre les deux, on serait quand même pas très avancé ou moins avancé. On a des méthodes d'évaluation génétique, donc apprécier la valeur d'un animal en tant que reproducteur, ce qui va être susceptible de transmettre à sa descendance. Donc on a des méthodes d'évaluation génétique qui sont au standard international. Ça s'appelle le BLUP, c'est encore un acronyme anglo-saxon, mais c'est employé un peu partout sur la planète et dans toutes les filières d'élevage. C'est vraiment une référence internationale, y compris dans les évaluations internationales qui combinent plusieurs pays entre eux. Et puis on a aujourd'hui, après avoir des marqueurs moléculaires à faible densité, on va dire, sur le génome, on a la disponibilité du marquage à haute densité de l'ADN, donc avec des marqueurs qui s'appellent SNP, là encore un acronyme anglo-saxon, c'est une mutation ponctuelle sur une base de l'ADN, sachant que sur un ADN de cheval, c'est 3 milliards de paires de bases, mais on a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de sites comme ça, polymorphes, sur une seule base, répartis partout dans le génome.
Et ça, c'est une information relativement récente dans la palette des généticiens et des sélectionneurs. Et ça donne... Alors, avant même les SNP, etc., et ce dont je vais vous parler après, voilà, une petite courbe que m'a prêté Anne Ricard. C'est l'évolution moyenne des index BLUP saut d'obstacle en sel français, donc fondé sur les résultats en compétition, gains monétaires et classement, avec un zéro que j'ai fixé arbitrairement, c'est la moyenne des individus qui sont nés en 1990. Et comme on analyse un historique assez long, ben on est capable de faire année de naissance par après de naissance, la moyenne des animaux. Et ce qu'on constate, c'est que eh bien, chaque année, les chevaux en sel français qui naissent eh bien, ont presque un point de plus en termes de moyenne génétique que leurs prédécesseurs. Et vous voyez même que la pente se redresse à la fin de la courbe. Donc voilà, il faudrait peut-être vérifier si dans 5 ans, on regardera si ce redressement est effectif ou si c'est lié à un petit biais d'échantillonnage, puis un petit peu moins d'animaux sur la fin qu'à l'arrière. Mais on est capable de faire évoluer la moyenne génétique des populations comme ça. Alors, dernier outil dans le panel des sélectionneurs et des généticiens, c'est ce qu'on appelle la sélection génomique. Alors, c'est lié à cette disponibilité du génotypage en masse, les SNP. Et là, ce que vous avez, c'est qu'à peu près la dimension d'un téléphone portable, ça tout le monde connaît, mais en plus plat, c'est une puce à SNP et il y a des pistes sur lesquelles on peut déposer l'ADN d'individus et on peut génotyper 2 fois 6 individus ou 12, enfin un certain nombre, c'est de la nanotechnologie, pour des dizaines de milliers de marqueurs. Typiquement 54 000, parce que c'est un modèle assez courant, mais des dizaines de milliers de marqueurs. Donc chez le cheval, ça fait 1700 marqueurs moléculaires par chromosome. Donc on a, et sachant qu'on estime, alors chez l'humain, chez le bovin, donc chez le cheval, ça doit être à peu près pareil, on estime, c'est vraiment la louche, parce qu'on ne connaît pas, 25 000 gènes fonctionnels dans un génome humain ou de bovin, ou etc. Il y a 2 fois plus de marqueurs moléculaires. Donc chaque marqueur moléculaire a une très forte probabilité d'être positionné tout près d'un gène fonctionnel. Et donc il va y avoir des associations de transmission allélique entre le marqueur qui n'a pas de fonction biologique et un gène fonctionnel. Ça, oui. Ça nous permet d'établir sur une population de référence ce qu'on appelle une équation de prédiction. La population de référence, c'est un groupe d'animaux pas très nombreux, plusieurs centaines, quelques milliers. On a des phénotypes, des informations phénotypiques, et on génotype tous ces animaux. Donc typiquement, le phénotypage fin, il peut se faire sur ce type de population de référence parce que ce n'est pas des dizaines de milliers d'animaux qu'il faut phénotyper. On établit une équation de prédiction et qu'ensuite on peut appliquer à des animaux beaucoup plus nombreux, mais qui, eux, n'ont pas de phénotype. Et évidemment, il faut actualiser année après année ces équations de prédiction, mais on peut obtenir comme ça, pour un groupe d'animaux qui n'a pas de performance, très précocement, quelques mois après la naissance, un index de valeur génétique qui est donc précoce et suffisamment précis pour nos opérations de sélection. Et ça, c'est une méthode de sélection qui s'est répandue depuis la fin des années 2000 dans toutes les espèces, à commencer par les bovins laitiers, mais maintenant, aujourd'hui, toutes les espèces et les filières appliquent plus ou moins, ou en tout cas mettre en œuvre ce type de méthode. Donc ce qu'il faut retenir, et c'est ma dernière diapo, donc je vais convoquer 3 personnages illustres que je vais citer ou que je vais un peu paraphraser ou modifier. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, c'est un général chinois qui a écrit L'Art de la guerre, et il nous rappelle, monsieur Lapalisse aurait pu dire ça, mais il nous rappelle que au départ, au préalable, il faut se fixer des objectifs et s'accorder sur des objectifs. Ça, c'est vraiment l'alpha de la sélection. Albert Jacquard, un généticien et humaniste du XXe siècle, attire notre attention sur les différences, la variabilité. Ça, c'est le carburant de la sélection. Et les généticiens, ils interprètent les variations en essayant de faire la part entre ce qui est d'origine génétique et ce qui n'est pas d'origine génétique. Et les sélectionneurs peuvent utiliser cette variation et cette connaissance sur les facteurs de la variation pour mieux repérer les animaux qui seront des reproducteurs efficaces. Et puis enfin, le bon ministre d'Henri IV nous rappelle qu'aujourd'hui, on a vraiment 2 outils
fondamentaux pour la génétique et la sélection. C'est le phénotypage et le génotypage. Et il est important à l'ère de la génomique de rappeler que sans phénotype, eh bien, on ne fait rien. On n'arrive à rien parce que vous pouvez avoir des génotypes à 100 000 marqueurs. On peut faire ça. Si vous n'êtes pas capable de mettre en lien des performances mesurées, vous n'arriverez à aucune conclusion génétique qui puisse vous permettre d'avancer dans les objectifs que vous êtes définis. Je vous remercie de votre attention. Merci. Eh ben, je laisse la parole à la salle pour vos questions. Philippe Guillemot, vétérinaire. Je voulais savoir si le génotypage avec la puce SNK était aujourd'hui faisable sur les embryons de chevaux. Pas sur les jeunes individus, mais sur les embryons, comme en bovine. Alors je ne suis pas un spécialiste de génétique équine. Et peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui sont plus aptes que moi à répondre à cette question. Un des enjeux, c'est d'être capable de faire un prélèvement biologique sur un embryon sans le détruire. Hein, Anne peut peut-être répondre, ou Sophie, enfin Anne ou François. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des techniques, mais là on est plus dans la technique de reproduction et de la maîtrise de cette technique-là, pour pouvoir prélever quelques cellules en fait sur l'embryon. Il y a eu tout un projet il y a eu plusieurs projets de recherche sur l'embryon pour aboutir à la congélation de l'embryon. Et au moment de la technique, juste avant la vitrification, on peut percer la paroi de l'embryon et du coup, il est possible à ce moment-là de prélever quelques cellules. Ce qui a été démontré, c'est qu'on s'est sexé du coup à partir de ces prélèvements-là l'animal, et on a su aussi avoir quelques génotypages, notamment sur des gènes de coloration. Sur ce projet-là, c'est ce qui avait été fait. Alors maintenant, ça n'a jamais été fait sur le passé sur une puce SNP haute densité, c'est-à-dire que ce qu'on n'est quand même pas sûr aujourd'hui, c'est que la qualité de l'ADN soit suffisante pour réussir à avoir... mais ça serait sans doute très intéressant de le faire. Entre autres, ça peut être une aide quand on utilise la fécondation in vitro, quand on utilise la transplantation embryonnaire, ça peut être une aide au choix des embryons. Moi, j'aurais une question un peu de précision. Si on pouvait revenir sur la vue qui vous permet de dire qu'à partir de la génomique, oui, juste celle-là, voilà. Et que du coup, on peut appliquer le système à un ensemble de populations, même sans l'avoir phénotypé. Possible d'avoir quelques précisions je suis allé assez vite dans le mécanisme. Alors peut-être avez-vous des souvenirs ou utilisez-vous encore une méthode statistique qui s'appelle la régression linéaire. On a une variable qu'on appelle Y qui est difficile à mesurer. Imaginons que ce soit le poids, et une variable facile à mesurer, imaginons que ce soit la taille. Et on peut mesurer les deux sur un petit échantillon d'animaux, voir quelle est la liaison statistique qui existe entre ces deux variables. Il y en a une dans toutes les espèces, en tout cas dans toutes les espèces de vertébrés, et ensuite tirer une équation de prédiction qui là prendra la forme d'une droite. Et puis ensuite, on peut aller sur le terrain avec une toise ou un ruban, mesurer des animaux et dire, compte tenu de l'équation de prédiction que j'ai émise sur mon petit échantillon, je prédis le poids de l'animal en fonction de sa taille. Alors je sais que tous les animaux qui ont une certaine taille n'ont pas tous le même poids, et donc je vais faire des petites erreurs, bien sûr, mais toute prédiction s'accompagne d'erreurs. Mais ça va me permettre d'être beaucoup plus informatif que de dire simplement je n'en sais rien, donc l'animal est moins là. Eh bien, c'est un peu le même principe, sauf que là, donc on a une variable qui est impossible à mesurer, la valeur génétique des animaux, c'est une variable conceptuelle qui ne se retraduit que dans la valeur de la descendance. Et là, j'ai non plus une variable prédictrice, mais 54 000. Donc c'est une très super équation de régression linéaire, mais le principe est un peu le même. Il y a quand même de la statistique élaborée derrière, parce qu'il faut aussi prendre en compte les conditions de milieu. Mais c'est un peu ce même principe. Sur un petit échantillon, je m'offre le luxe de recueillir à la fois des génotypes et des performances, et des phénotypes, y compris des phénotypes fins et lourds à mesurer. Une fois que j'ai confiance dans cette équation de prédiction, je peux l'appliquer à un ensemble beaucoup plus vaste. Alors la condition
pour garder la confiance dans cette équation de prédiction, c'est que comme ça repose sur ce qu'on appelle en génétique des associations entre gènes, des associations statistiques, de allèles qui s'égrègent préférablement entre eux, eh bien, il faut les actualiser, parce que ces associations aussi, elles évoluent au cours du temps. Donc il faut les actualiser, et on les actualise en ajoutant régulièrement de l'information et en rajoutant des animaux qui sont génotypés et phénotypés. Et donc ça permet de maintenir la confiance qu'on a dans ces équations de prédiction. Donc, merci M. Verrier pour ce très large panorama. Et donc nous allons